Bienvenue sur Zoom In. Ah oui. Aujourd'hui, on explore l'histoire du Forum économique mondial, Mhm. souvent appelé Davos. Vous allez voir, ses origines sont étonnantes Oui, et remontent à l'Allemagne d'après-guerre, une période de grands changements. absolument. Le forum suscite des réactions contrastées. Oui, c'est vrai. Certains l'admirent, d'autres le critiquent. Tout à fait. On va essayer de comprendre pourquoi. Oui, le forum et son fondateur, Klaus Schwab, ne laissent personne indifférent. Hmm. D'ailleurs, pour comprendre le forum, il faut comprendre Schwab. Et justement, son parcours est assez atypique. Oui, Il est né en Allemagne en 1938. ouais. Son père, Eugen Schwab, était un industriel suisse Mhm. qui travaillait pour une entreprise Oui. qui collaborait avec le régime nazi. Ah oui. Ça pose un contexte particulier. Effectivement, imaginez un peu l'Allemagne nazie, l'industrie au service de la guerre. Ce n'est pas l'image qu'on a de Davos aujourd'hui. C'est clair. Et pourtant, Schwab est envoyé en Suisse pendant la guerre pour ses études. Il suit les traces de son père et devient ingénieur. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est l'économie et la politique. Oui, Et c'est là qu'Harvard entre en scène. exactement. Schwab y étudie dans les années 60. Ouais. Et il a un mentor de taille, Oui. Henry Kissinger. Ah Kissinger, oui. celui qui deviendra plus tard secrétaire d'État américain, le maître de la realpolitik. Exactement. Kissinger pensait que la stabilité mondiale dépendait de l'équilibre des forces entre les nations. Une vision très pragmatique, loin des idéologies. Et Schwab a été influencé par cette approche. Après, Harvard Schwab retourne en Suisse Oui. et restructure l'entreprise où son père avait travaillé. Il développe alors une idée qui deviendra centrale pour le forum. Oui. Le capitalisme doit prendre en compte tous les acteurs, pas seulement les actionnaires. C'est ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. Schwab pense que les entreprises doivent collaborer avec les gouvernements, les ONG, les syndicats pour créer un système plus juste et plus durable. Et c'est cette idée qui le pousse à créer, en 1971 à Davos en Suisse, Oui. le Forum européen de management, qui deviendra plus tard le Forum économique mondial. Imaginez cette petite ville, paisible des Alpes suisses, transformée en lieu de rencontre des élites mondiales. Au début, ce n'était pas gagné. Schwab a eu du mal à attirer les participants. Ah bah, Mais un événement va tout changer. Le choc Nixon de 1971. quand Nixon a décidé de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. Oui, cela a plongé l'économie mondiale dans la tourmente. Schwab a compris que ce genre de crise était une opportunité. Il fallait un lieu où les leaders mondiaux puissent se parler, essayer de trouver des solutions. Le forum est devenu ce lieu. Mais il y eut des obstacles sur le chemin. Oui. En 1977, Hans Martin Schleyer, un industriel allemand membre du Forum, est assassiné par la fraction Armée Rouge, Oui. un groupe terroriste. C'est un événement tragique qui a marqué un tournant pour Davos. La sécurité a été renforcée et l'image du forum comme un club privé pour les puissants s'est accentuée. Malgré cela, Schwab ne s'est pas découragé. Il a compris que pour avoir un réel impact, il ne suffisait pas de discuter, il fallait agir. Oui. Et l'occasion s'est présentée en 1987, avec la crise entre la Grèce et la Turquie. Ah oui, ce conflit qui a failli dégénérer à cause des eaux territoriales en mer Égée. Exactement. Schwab a vu là une chance de prouver que Davos pouvait être plus qu'un simple lieu de discussion. Il a réussi à réunir les dirigeants grecs et turcs à Davos et à jouer un rôle de médiateur. Et ça a fonctionné. Un accord a été trouvé évitant un conflit majeur. Schwab a réussi son pari. Davos est devenu un acteur incontournable sur la scène internationale. C'est à ce moment-là que le Forum européen de management devient le Forum économique mondial, avec une ambition claire, influencer le monde. Schwab, lui, est resté discret. Il aurait pu demander la nationalité suisse. Oui. Mais il a refusé de se soumettre à l'enquête de naturalisation. Intriguant. On se demande pourquoi. En tout cas, à la fin des années 80, le monde change. L'URSS s'effondre, un nouvel ordre mondial se dessine. Et Schwab est aux premières loges. Il ne va pas se contenter d'observer. Il va jouer un rôle actif dans cette transition, notamment en Russie. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera dans la suite de Zoom In. Génial. Oui, On a hâte de l'entendre. d'accord. Reprenons notre récit. On s'était arrêté à la fin des années 80 avec la chute de l'URSS et l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Un monde en pleine mutation et Schwab toujours prêt à saisir les opportunités pour étendre l'influence du forum. Bien sûr. Et c'est en Russie, après la chute de l'URSS, qu'il va trouver un nouveau terrain d'action. D'accord. Imaginez, le pays est en plein chaos économique, les anciennes structures s'effondrent et une nouvelle élite économique émerge Oui. avec les privatisations. Les oligarques, Oui. ces milliardaires qui ont fait fortune rapidement
grâce aux privatisations de l'ère Helsinki. Oui, en 1996, Boris Eltsine brigue un second mandat. Mais il est fragilisé. Oui. Son adversaire communiste Gennady Zyuganov le talonne dans les sondages. Ah oui. Une victoire de Zyuganov aurait pu signifier un retour au communisme, une menace pour les oligarques et leurs fortunes. Et c'est là que Davos intervient. Tout à fait. Le forum devient le lieu d'une alliance inattendue, le pacte de Davos. D'accord. Schwab réunit en coulisses les oligarques russes et les réformateurs pro-Eltsine. On imagine des discussions intenses, des stratégies mises en place pour contrer la menace communiste. Absolument. Les oligarques, avec l'aide des pro-Eltsine, financent une campagne médiatique massive pour soutenir Eltsine et discréditer Zyuganov. Et ça marcha. Ah oui. Eltsine est réélu. Une victoire qui consolide le pouvoir des oligarques et renforce l'image de Davos comme un lieu où se décide l'avenir du monde. C'est exact. Et pendant ce temps, Schwab ne perd pas de vue ses propres intérêts. Il comprend que la vraie richesse ne se limite pas à son salaire de président de forum. Oui. Il y a le potentiel de son réseau et de sa position. D'accord. Il commence à utiliser les fonds du forum à des fins personnelles. Il commence à utiliser les fonds du forum. Disons qu'il trouve des moyens de tirer profit de sa position. Il permet à son neveu de créer des entreprises qui profitent des événements du forum. Ah oui. Il investit dans des startups, notamment dans le domaine de la vidéoconférence. Pas bête fut le succès que ça aurait plus tard. En quelques années, Schwab devient aussi riche que les élites qu'il côtoie à Davos. Et en 1997, un nouveau membre prestigieux rejoint le club. Oui. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde à l'époque. Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Son arrivée à Davos, c'est un symbole de l'importance croissante des technologies. Et Schwab l'a bien compris. Il sait que l'alliance avec Gates peut ouvrir de nouvelles portes. En 2000, le forum lance avec le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, la fameuse Gavi. Un projet ambitieux pour améliorer l'accès aux vaccins dans les pays en développement. Oui. On peut dire que c'est une réussite si on regarde le nombre d'enfants vaccinés grâce à la Gavi. Oui, mais cette initiative soulève aussi des questions qui décident des priorités en matière de santé publique. Oui. Un petit groupe d'experts et de milliardaires philanthropes réunis à Davos. On voit apparaître les critiques sur l'influence grandissante de Davos et de ses membres perçus comme une élite déconnectée des réalités. Et ces critiques vont s'amplifier au début des années 2000 avec la montée du mouvement altermondialiste. Oui. En 2000, le forum organise un sommet à Melbourne, en Australie. Et là, c'est le choc. Des milliers de manifestants anti-globalisation descendent dans la rue. Ah oui. Pour dénoncer le pouvoir des multinationales et des institutions internationales. Des images fortes qui montrent que le consensus autour de la mondialisation est en train de se fissurer. Et ce n'est que le début. En 2004, un scandale éclata. José María Figuer, l'ancien président du Costa Rica, il avait succédé à Schwab à la tête du Forum, qu'il accusait d'avoir touché des pots de vin. Un coup dur pour l'image du Forum qui essaye de se présenter comme un défenseur de l'éthique. Exactement. Et comme si ça ne suffisait pas, la crise financière de 2008 vient tout bouleverser. Le monde est au bord du gouffre, les banques s'effondrent, les gouvernements sont désemparés, et bien sûr, tous les regards se tournent vers Davos pour trouver des solutions. On imagine l'ambiance tendue au Forum en 2009. La fin d'un monde, le début d'un autre. Schwab propose alors The Great Redesign, une refonte du système financier mondial avec une gouvernance mondiale renforcée. Mais ces recommandations ne sont pas suivies. Au contraire, la crise de 2008 va alimenter les populismes, le nationalisme, la défiance envers les élites. Un monde plus fragmenté, plus instable, qui va poser de nouveaux défis à Schwab et à son Forum. Et c'est dans ce contexte que va surgir une nouvelle crise d'une ampleur inédite. À la pandémie de Covid-19, c'est le sujet que nous aborderons dans la dernière partie de Zoom In. On s'était arrêté à l'aube de la pandémie de Covid-19. Oui, une crise mondiale, sans précédent. Le monde entier est touché. Les frontières se ferment, l'économie s'arrête. Et face à ce bouleversement, Klaus Schwab voit une nouvelle opportunité. En 2020, il lance le concept du Great Reset, une réinitialisation du système mondial. Pour un avenir plus durable et plus équitable. D'accord. Il appelle à une collaboration globale pour reconstruire l'économie, post-pandémie. Schwab se pose en chef d'orchestre, utilisant la crise pour remettre son agenda globaliste au centre du jeu. En quelque sorte, il faut dire que la pandémie met en lumière les faiblesses de la mondialisation et la nécessité d'une coopération internationale renforcée. Et pendant ce temps, Bill Gates, via sa fondation, joue un rôle clé dans la réponse à la pandémie. Il finance la recherche sur les vaccins, les traitements, les diagnostics. Il appelle à la création d'une équipe mondiale de réponse aux pandémies.
Effectivement, son influence est considérable, ce qui renforce les inquiétudes sur le pouvoir de ces milliardaires philanthropes qui semblent dicter l'agenda sanitaire mondial. Oui, et en 2020, Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, fait une annonce remarquée à Davos. Il déclare que BlackRock va donner la priorité aux investissements ESG. ESG, oui. Pour environnement social et gouvernance. C'est le nouveau mantra de la finance durable qui vise à intégrer des critères éthiques et environnementaux dans les décisions d'investissement. BlackRock et d'autres géants financiers se posent en gardiens de la vertu, utilisant leur puissance pour inciter les entreprises à adopter des pratiques plus responsables. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec cette approche? Pas vraiment. Non. Certains dénoncent une ingérence des financiers dans la gestion des entreprises, voire une tentative d'influencer l'agenda politique. On peut se demander qui a réellement le pouvoir de décision dans ce système. Et en 2024, coup de théâtre, Klaus Schwab est rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel et de discrimination au sein du forum. Il doit démissionner. Est-ce la fin d'une époque? Pas forcément. Le forum continue d'exister. Son influence reste considérable. Les fonds ESG pèsent des milliards de dollars. Les multinationales s'alignent sur l'agenda de Davos. Mais le monde a changé. L'opposition à la mondialisation s'est renforcée. Portée par des figures comme Elon Musk ou par des mouvements populistes, on assiste à un retour des nationalismes, à une fragmentation du monde. Le rêve de Schwab d'une gouvernance mondiale unifiée semble plus lointain que jamais. L'histoire du Forum économique mondial, c'est l'histoire d'une ambition, celle d'une élite qui veut influencer le cours du monde. Une ambition qui a connu des succès, mais aussi des résistances et des controverses. Aujourd'hui, face à un monde de plus en plus fracturé, on peut se demander si le Forum saura s'adapter, ou si sa vision d'un système globalisé est vouée à l'échec. C'est une question qui reste ouverte. Le Forum et les idées qu'il défend continuent de façonner le monde, mais dans quelle direction? À nous de rester vigilants, de comprendre les enjeux et de participer au débat. Merci de nous avoir suivis dans ce Zoom In. À bientôt pour une nouvelle découverte.